justement, pour revenir sur ces impressions-là qu'on peut avoir que un référendum sur cette question au Québec a des bonnes chances de réussir. Parce que c'est la prémisse de base de toute la question, et je reviens sur la question d'André tout à l'heure. La prémisse de base, c'est de savoir est-ce qu'on croit que le processus actuel a des chances raisonnables de fonctionner ou est-ce qu'on peut en douter de façon raisonnable et donc qu'est-ce qu'on veut poser comme action pour éviter un échec. Je sais que certains, de ce que j'ai entendu des commentaires, disaient, bon, représentation équitable au Canada est préoccupée à l'effet que si un référendum échoue au Québec, ça va avoir un impact sur le reste du Canada. C'est vrai, absolument. La représentation équitable au Canada a effectivement peur que ça ne fonctionne pas au Québec et que ça ait un impact sur le reste du Canada, mais ceux qui vont être les perdants en premier, c'est les Québécoises et les Québécois. Bien avant les gens ailleurs au Canada, c'est vraiment au Québec où on va avoir le plus à assumer l'échec d'un référendum qui pourrait ne pas fonctionner. Maintenant, quand on parle des chances de réussite, de ce que j'entends quand j'en parle avec des gens, on dit, mais au Québec, on pourrait remporter le référendum sur la réforme du mode de scrutin si d'abord le projet de loi est amendé selon les demandes de la société civile, parce que présentement, on sait que le projet qui est sur la table est très loin de faire l'unanimité. En fait, en commission parlementaire, pratiquement tous les intervenants qui sont allés là, entre autres plusieurs membres de la coalition, ont dit qu'il y avait des grosses lacunes dans le projet de loi, que ça devait être corrigé. On ne sait pas encore si ça va être corrigé, mais si le projet de loi est amendé, si les partis d'opposition appuient l'adoption du projet de loi, ça aussi, ça pourrait aider à fonctionner. Si le premier ministre se joint au comité directeur du camp du oui, présentement dans la loi, il est prévu qu'aucun élu de l'Assemblée nationale peut siéger sur un comité du oui ou du non, un comité directeur. Si les membres de la coalition se mobilisent durant la campagne référendaire, et si le référendum se tient en dehors de la campagne électorale, puisque, selon le projet de loi actuel, c'est prévu pour se tenir durant la campagne électorale 2022. Donc, c'est des si. Et le dernier si, c'est, dans tous les cas, au Québec, on est différent. Moi, j'ai entendu ça souvent. Dire, oui, mais là, vous nous parlez de ce qui se passe ailleurs dans le monde, ailleurs au Canada, mais au Québec, là, nous, on est une société distincte, on est différent, on a une culture différente, on a une expérience différente. Donc, c'est sûr que ça va fonctionner au Québec. Maintenant, si on reprend chacun de ces points-là, chacun de ces si-là, d'abord, si le projet de loi est amendé selon les demandes de la société civile, il y a plusieurs de ces demandes-là qui sont contraires aux intérêts partisans de la CAQ, qui se trouve à être, je ne vous apprendrai rien, le parti qui est au pouvoir et de façon majoritaire. Donc, pourquoi la CAQ viendrait à changer un projet de loi pour reculer sur son propre intérêt? C'est de miser beaucoup sur la bonne foi, sur la bonne volonté et sur les cadeaux que la CAQ voudrait vouloir nous faire pour nous faire plaisir. Mais il y a plusieurs des points qui sont dans le projet de loi actuel qui posent problème, notamment la prime aux vainqueurs, notamment les seuils nationaux, notamment la disposition là, avec la compensation régionale. Tout ça, c'est fait pour orienter ça dans l'intérêt des grands partis, notamment dans l'intérêt du parti au pouvoir. Donc, la CAQ n'a pas intérêt à accéder aux demandes qui ont été faites. Donc, ils vont peut-être faire quelques concessions, c'est vrai, on le sait déjà un peu, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas nous donner gain sur tous les points. Si les partis d'opposition appuient l'adoption du projet de loi, déjà, le projet de loi, il est contraire aux intérêts d'au moins un parti, le Parti libéral du Québec. Ils l'ont déjà dit. Et dans le système actuel, même si nous, l'argument qu'on utilise par rapport au Parti libéral, c'est de dire un système proportionnel ferait en sorte que votre appui serait réparti plus régionalement. Vous auriez des élus libéraux en région où vous n'en avez pas présentement parce qu'il y a quand même une base d'appui régional pour le Parti libéral. Selon nous, c'est un intérêt pour le Parti libéral. Le problème, c'est que ça irait à l'encontre de l'intérêt des élus libéraux qui, eux, présentement, ont peur pour leur siège à Montréal, parce qu'avec un système comme celui qui est proposé, il y aurait des pertes de sièges du Parti libéral dans la région de Montréal. Donc, encore là, c'est un si qui est difficile à atteindre. Si le premier ministre se joint au comité du camp directeur, du camp du oui, est-ce qu'on pense réellement que François Legault, 4 mois avant la campagne électorale, pour se faire réélire comme premier ministre, va passer son temps à aller partout au Québec, parler de réforme du mode de scrutin, en temps de pandémie, avec tous les défis qu'on va avoir? Je pense qu'on peut raisonnablement douter que François Legault va vouloir vraiment s'investir de cette mission-là. En fait, il n'y a aucun intérêt de le faire. Cette personne-là le ferait uniquement pour nous faire plaisir, mais il n'y a aucun intérêt là, pour lui ou pour son parti de faire ça. Ou si les membres de la coalition se mobilisent durant la campagne référendaire, est-ce que vraiment, là, et là, il y a certaines organisations qui sont représentées ici aujourd'hui, est-ce que vraiment, là, sincèrement, on pense qu'en temps de COVID, avec tous les défis qu'on a,
on va faire sortir massivement les membres des syndicats dans les rues, aller faire du porte-à-porte, aller porter des accroche-portes dans les rues. Je pense que déjà poser la question, c'est y répondre. On sait très bien là, que oui, il va y avoir quelques diffusions, peut-être sur les médias sociaux, peut-être un envoi postal aux membres, mais si vous demandez à des membres de plusieurs des syndicats là, qui sont déjà parmi les plus actifs là, de notre coalition, bien, la plupart des membres n'ont aucune espèce d'idée, même que leur syndicat est positionné sur la question de la réforme du mode de scrutin. Donc, est-ce qu'ils vont faire des efforts plus grands pendant la campagne référendaire? Peut-être, mais on est très loin d'une mobilisation massive. Et finalement, si le référendum se tient en dehors de la campagne électorale, bien, le directeur général des élections du Québec nous a dit, lors de la commission parlementaire au début de l'année, qu'il en coûterait 67 millions de dollars tenir un référendum en dehors d'une campagne électorale versus 12 millions pendant une campagne électorale. Donc, ça veut dire qu'on a une différence de 55 millions de dollars. Donc, est-ce qu'on pense raisonnablement que la CAQ va dire, bien, nous, on est prêt à mettre 55 millions de fonds publics là-dedans, et est-ce que la population va suivre la CAQ là-dedans? Ça, je pense qu'on peut vraiment là, en douter. Et finalement, bien, au Québec, on est différent. Vraiment? Est-ce que vraiment on pense que les Québécoises et les Québécois sont si différents que les gens du reste du Canada, que du reste du monde, peut-être au niveau culturel, au niveau de la langue, au niveau, oui, ça j'en suis, mais au niveau de la psychologie humaine, au niveau des risques que les gens reçoivent les arguments défavorables et démagogiques, comme on l'a vu dans les autres campagnes, et que ça vienne influencer leur choix, bien ça, force est d'admettre qu'on est tous humains, on répond au même type de stimulus et on peut présumer raisonnablement que les Québécoises et les Québécois vont réagir de la même façon que les humains, les hommes et les femmes de partout ailleurs dans le monde, lorsqu'il y a des campagnes référendaires et accompagnées de campagnes démagogiques. Donc, si on regarde tout ça, on additionne tous les si à gauche et on se dit, ben, même si on avait tous ces si-là qui étaient répondus, on aurait quand même tous les défis que Gisela nous a présentés dans sa présentation, où on part avec une longueur de recul et que l'appui actuel est déjà en dessous de la barre des 60 % alors qu'il nous faudrait au moins 70 à 80 % avant d'entrer dans une campagne référendaire pour avoir la moindre chance de le gagner. Donc, pour répondre à la question d'André tout à l'heure, elle est là la préoccupation. C'est qu'on voit que tous les éléments qu'on prétend, pour les gens qui nous disent que oui, on va le gagner, le référendum, mais tous les arguments qu'on utilise, bien, finalement, on peut facilement leur associer, dans le fond, la réalité. Hein, parce que de croire que le référendum va passer sur la base de ces éléments-là, ce n'est pas de se baser sur la science, sur les faits, ça relève un peu, il y a un mot pour ça, ça s'appelle la pensée magique. Donc, c'est de se dire, bien, si on y croit, ça va nécessairement arriver. Et ça, bon, je pense qu'on peut raisonnablement là, douter du fait que la pensée magique va réellement se concrétiser dans notre cas. Mais ça, c'était peut-être une lecture, vous direz, là, ça relève pas mal d'une appréciation que je peux faire de la situation. Mais si on fait un lien avec la stratégie qui est en cours, parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Jean-Sébastien, on a une stratégie qui est en cours. D'ailleurs, toi-même, tu étais à l'origine de cette stratégie-là il y a quelques années. Il faut suivre la stratégie. On est dans un train, avançons, on va se rendre à bon port. Donc, quelle est-elle, cette stratégie-là? Je vous ai fait un petit recul historique et je vous rassure, je vais quand même passer assez rapidement sur les premiers points. Puis je sais que c'est très petit, je suis désolé d'avance. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Catherine Fournier qui est au téléphone, qui ne voit pas les diapos, je crois. Donc, ça va être un peu difficile de suivre, mais quand même, je pourrais vous partager la présentation par la suite. Donc, toute cette stratégie-là, qui remonte, là, vous voyez, ça remonte jusqu'en 2013, où on avait eu à cette époque-là une planification stratégique au mouvement Démocratie Nouvelle et qu'on avait convenu que pour que ça fonctionne, la réforme du mode de scrutin, il fallait que ça passe par une alliance qu'on avait appelée une alliance arc-en-ciel des partenaires et des partis politiques. Donc, en 2014-2015, on avait fait des campagnes qu'on avait appelées la campagne Meilleure démocratie. On a fait des tournées en région. Certains d'entre vous là, qui êtes ici aujourd'hui avaient participé avec moi à ces tournées-là. On s'était rendus dans différentes régions, rencontrer les citoyennes et les citoyens, essayer de replacer l'enjeu dans l'espace médiatique qui était complètement évacué. Là. À l'époque, on ne parlait pas du tout de réforme du mode de scrutin. En 2016, on a eu donc les rencontres transpartisanes où on a impliqué donc les partenaires de la société civile, les partis politiques. On a convenu ensemble de certains principes qui ont été consignés dans une entente transpartisane. Par la suite, en 2017, on a fait une tournée de forums citoyens. On s'est rendu dans différentes régions du Québec, parler avec des petits groupes de citoyens sur certaines modalités du mode de scrutin en particulier qui ne faisaient pas encore consensus. En mai 2018, il y a eu une deuxième entente transpartisane, qu'on appelle l'entente transpartisane 2.0, qui a précisé les délais du dépôt du projet de loi. Ça disait qu'il fallait que ça soit déposé d'ici octobre 2019 et que la mise en œuvre devait se faire pour les élections suivantes, soit les élections de 2022.
Donc, en octobre 2018, élection d'un gouvernement majoritaire de la coalition Avenir Québec. En février 2019, un mandat octroyé par le gouvernement au Mouvement Démocratie Nouvelle. Donc, la première fois qu'on avait un financement substantiel de plus de 200 000 accordé au MDN. Et dans le mandat, et je suis bien placé pour vous le dire parce que c'est moi-même qui ai rédigé donc, le protocole d'entente, le mandat disait que le MDN devait faciliter la concertation entre les partis et la société civile. C'était ça le mandat, là, qui nous a été, d'ailleurs, qui est toujours le mandat qui nous a été octroyé par le gouvernement. Jusque-là, ça roule. Et ce que ça devait nous permettre de faire. Normalement, à l'hiver 2019, on aurait continué des rencontres transpartisanes facilitées par le MDN, convenir des modalités du projet de loi. Au printemps 2019, on devait avoir donc le dépôt d'un projet de loi qui aurait été co-construit avec l'appui des partis signataires de l'entente. À l'automne 2019, là, il y aurait eu donc possiblement les partenaires de la société civile durant la commission parlementaire qui auraient tous dit, nous, on est tous d'accord avec ce beau projet de loi-là, ça respecte tous nos principes. Ensuite, il y aurait eu l'appui des partis signataires lors de l'étude détaillée du projet de loi. Les gens seraient arrivés, auraient dit, voilà, on est tous d'accord avec ce beau projet de loi-là. Finalement, il y aurait eu l'adoption de la loi avec l'appui des partis signataires de l'entente pour éventuellement une mise en œuvre lors des élections de 2022. Ça, c'était la stratégie initiale. Et si cette stratégie-là initiale s'était réellement concrétisée, c'est ça qu'on avait fait, ben oui, là, on aurait eu une réforme qui aurait été le fruit d'un consensus transpartisan, un consensus impliquant la société civile. Et donc, si on n'avait pas eu ou pratiquement pas d'opposition, ben c'est vrai que là, on n'a pas besoin d'un référendum ou d'un mécanisme de validation citoyenne parce qu'il y a déjà tout l'appui massif des acteurs de la société civile et des partis politiques derrière la proposition. C'était ça notre stratégie à l'origine. Mais la réalité, parce que c'est sûr, si on continue à penser que c'est ça la stratégie, on avance, là, mais la réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, peut-être avant d'arriver à ce qui s'est passé, il y avait toujours la possibilité dans le scénario initial de dire on pourrait quand même avoir un référendum de validation si vraiment il y a des gens qui tiennent absolument à faire un référendum et de le faire après 2 ou 3 élections pour que les gens à ce moment-là vraiment puissent voter en sachant, en toute connaissance de cause, qu'est-ce que ça impliquait la réforme et qu'ils pouvaient à ce moment-là être en mesure de bien juger les avantages et les inconvénients. Donc, et ça, à la limite, un référendum de validation n'a même pas besoin de campagne, là. On n'a même pas besoin de financement public pour un camp du oui, du camp du non. Les gens arrivent, ils savent, est-ce qu'ils aiment ça ou ils n'aiment pas ça, ils peuvent voter oui ou non. Donc, il n'y a pas de magouille ou de manipulation démagogique qui est possible à ce moment-là. Les gens l'ont vécu, les gens savent de quoi ils parlent. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est qu'après l'octroi du mandat au MDN, il y a eu une bifurcation dans notre processus. Et c'est là qu'on en est arrivé à, au lieu d'avoir des rencontres transpartisanes, les rencontres transpartisanes ont été annulées par le gouvernement. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'on s'est fait dire, c'est que le gouvernement s'est rendu compte, le cabinet de la ministre, que là, il y avait des gens au sein de la CAQ qui disaient « Oups, attends une minute, là, vous êtes en train d'aller parler avec les partis d'opposition avant de nous en avoir parlé à nous. » Et là, il y a eu un peu de bisbille. Et là, c'est pour ça qu'on en est venu à ce que le cabinet de la ministre a annulé les rencontres qui étaient prévues parce qu'il y avait la bisbille au sein de leur propre équipe qui ne voulait pas là, que les partis d'opposition en sachent plus qu'eux-mêmes. Bon, il y aurait peut-être eu des façons de gérer ça à ce moment-là, mais la réalité, c'est que les rencontres ont été annulées. Après ça, on a vu le dépôt d'un projet de loi, mais qui ignore les demandes en amont du mouvement Démocratie Nouvelle et de la coalition pour une réforme électorale maintenant, parce qu'il y a eu, et moi j'étais physiquement présent à plusieurs rencontres avec Jean-Pierre Charbonneau, Françoise David, on a rencontré la ministre, on a présenté des positions qui faisaient consensus là, au sein des acteurs de la société civile sur, entre autres, la représentation des femmes. Il y a eu une conférence de presse qui a été organisée sur cette question-là. Sur, par exemple, la représentation des régions, le nombre de sièges par région. Donc, il y a eu différentes représentations comme ça qu'on a fait. Et finalement, le dépôt du projet de loi, qui aurait pu être un projet de loi co-construit et reflétant les intérêts de la société civile, ce n'est pas ça qui s'est produit. La réalité, aujourd'hui où on est, c'est qu'il y a eu un dépôt d'un projet de loi qui n'a pas respecté ces demandes-là, qui était très partisan. Et il faut comprendre aussi, dans la situation actuelle, ce qu'on s'est fait expliquer, c'est que la ministre, elle devait un peu naviguer et essayer de maintenir l'adhésion de son caucus là, dans tout ça. Donc, il a fallu qu'elle fasse des compromis pour maintenir tous les gens attachés. Et finalement, en janvier 2020, il y a eu la commission parlementaire et des critiques quasi unanimes des partenaires de la société civile, beaucoup facilitées et supportées par le mouvement Démocratie Nouvelle, qui avait concerté les différents acteurs, fait beaucoup d'éducation à ce moment-là, pour que les gens comprennent les problèmes du projet de loi et fassent des représentations dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'on est très loin là, du scénario de la ligne rouge, là, qui aurait impliqué une co-construction. Là, on est vraiment dans la ligne bleue, qui n'est pas du tout de la co-construction.
Et où ça nous amène? C'est quoi quelle est la suite de ça? Ben, là, ce qui pourrait possiblement arriver, ben, à l'hiver prochain, là, il va y avoir peut-être l'étude détaillée du projet de loi. Donc, on nous a dit qu'il y aurait probablement, peut-être même cette semaine, un vote sur le principe du projet de loi. Donc, je ne sais pas si c'est du nouveau, même pour Catherine, peut-être, là, selon les informations qu'on nous a partagées. Donc, peut-être qu'il y aurait même assez rapidement un vote sur le principe. C'est comme la deuxième étape avec le projet de loi, après la première commission parlementaire. Et suite à ça, il va y avoir donc l'étude détaillée où les partis prennent article par article. Donc là, on a un risque de s'enfarger, là, parce que là, on sait déjà que les partis d'opposition ne sont pas d'accord avec le projet de loi. Ensuite, est-ce que peut-être d'ici le printemps 2021, on aurait une adoption de la loi, mais qui est incertaine, parce qu'on ne sait pas encore si on va pouvoir se rendre là. Et la loi implique donc un référendum lors de l'élection en 2022 pour possiblement une mise en œuvre pour les élections de 2026. Donc ça, c'est comme la trajectoire actuelle, si on veut, là, si tout se passe bien et que tout avance. Maintenant, comme vous voyez, il y a encore beaucoup de défis, là. C'est soit d'abord le référendum, où on a expliqué tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin pour que ce référendum-là réussisse, mais même pour se rendre au référendum, et c'est ça, entre autres, la plus grande préoccupation de ce que j'en comprends de la coalition actuellement, le mouvement Démocratie Nouvelle aussi, c'est de dire, mais là, il faut maintenir même le projet de loi pour qu'il se rende jusqu'à l'étude détaillée. Même ça, c'est loin d'être gagné. Donc, on a déjà beaucoup de travail à faire pour essayer de maintenir le projet de loi actif. Donc, il y a encore beaucoup de portes de sortie là, sur la trajectoire bleue. Quelles sont les alternatives? Donc, ce qui est en train d'être fait du côté, entre autres, de la coalition du mouvement Démocratie Nouvelle, c'est de dire, bon, ben, on va essayer de faire accepter par la CAQ des amendements au projet de loi lors de l'étude détaillée. On va essayer d'améliorer le projet de loi pour le rendre acceptable d'une certaine façon, pour qu'on soit capable de le défendre après. Parce que dans sa forme actuelle, s'il n'y a rien qui bouge, puis qu'on arrive à un référendum, on va avoir l'air un peu fou parce que là, les gens, le camp du non va dire, ben là, vous avez critiqué ce projet de loi-là en commission parlementaire quand il a été déposé. Là, maintenant, vous nous dites de voter oui. Est-ce que ça veut dire que tout ce que vous nous avez dit durant la commission parlementaire, c'était des mensonges? Ou si vous étiez contre à ce moment-là, pourquoi vous êtes rendu pour aujourd'hui? Donc, la condition pour que ça marche, c'est qu'il faut qu'il y ait des améliorations au projet de loi. C'est loin d'être sûr, ça, là. Hein? C'est pour ça que c'est en orange. Idéalement, en printemps 2021, on espère qu'il va y avoir l'adoption de la loi avec l'appui des partis signataires, ça veut dire au moins le Parti québécois et Québec solidaire. Encore là, c'est loin d'être gagné. Ces partis-là n'ont pas dit encore qu'ils allaient voter pour cette loi-là, encore moins dans sa forme actuelle. Et par la suite, ben là, on tombe dans les histoires de référendum. Et là, les différents scénarios qu'on entend, c'est de dire, bon, ben, est-ce que soit on accepte qu'un référendum pendant les élections de 2022, là, il y en a qui disent qu'on pourrait le faire avant les élections de 2022, donc par exemple au printemps 2022, ou là, de plus en plus, ce qu'on entend, c'est les gens qui disent, ouais, mais là, on est serré de toute façon, un référendum avant les élections de 2022, c'est pratiquement impossible dans les délais actuels, là, avec toute la COVID et tout ça. Même de faire un référendum pendant les élections de 2022, si on veut qu'il y ait une campagne référendaire qui se ferait avant, on est déjà serré dans les délais. Le DGEQ nous dit qu'il faudrait que la loi soit adoptée là, dès février-mars pour que ça puisse marcher. Donc déjà, ça, c'est incertain. Donc là, il reste encore le scénario de dire on pourrait faire un référendum en 2023, donc après les élections de 2022. Mais là encore, là, il y a de l'incertitude. C'est qui va être au pouvoir? Bon, on peut présumer que la CAQ va probablement être encore là, mais dans quelle mesure? Ça va être quoi les rapports de force? Ça, on ne le sait pas encore. Donc, vous voyez, mais peu importe, tous ces scénarios-là de référendum, ils sont encore en rouge parce que ça implique encore tous les problèmes qu'on a mentionnés précédemment, tous les obstacles que ça présente, qui sont toujours valides, là, peu importe quand est-ce qu'on fait le référendum. Là, il y en a qui ont des pour, des contre là, pour les différents moments où le tenir, mais ça reste qu'il y a toujours ce défi-là. Maintenant, et il y a aussi la possibilité même qu'il y ait encore un référendum de validation après 2 ou 3 élections. Donc ça reste aussi sur la table. Il y en a qui disent qu'on pourrait faire un référendum en 2023, faire aussi un référendum de validation en 3 élections plus tard. Donc là, beaucoup, vous voyez, le mot référendum revient souvent là, dans ce que je dis là. Effectivement, il y a beaucoup sur le schéma. Quelle serait une autre avenue, une autre possibilité qui impliquerait un mécanisme de validation citoyenne? Bien, si jamais on disait, écoute, essayons d'écarter l'idée du référendum en disant, de toute façon, le temps est trop serré, ça ne pourra pas se faire avant les élections de 2022. À ce moment-là, ça nous donne plus de temps. Il n'y a pas de presse. Là. Comme disait Réal, on n'est pas pressé d'agir. On a encore du temps. Donc, ça permettrait d'avoir en 2021, même si on se prenait un an complet, pour faire des rencontres de délibération de l'Assemblée citoyenne, d'avoir un groupe de 100, 120, 125 personnes choisies aléatoirement, représentatives de la population, qui se penchent sur, pas de repartir de zéro, qui se penchent sur la proposition. Donc, vous voyez, on est encore, on part de la ligne bleue, là, on part avec la proposition
actuelle, la loi actuelle. On travaille sur ça avec des citoyens. Les citoyens y réfléchissent, délibèrent ensemble, qui, par la suite, peuvent ramener des commentaires, leur avis, qui peut être repris par les élus, parce qu'elle le dit aussi, là, ultimement, c'est quand même les élus qui doivent voter cette loi-là. Donc, ils peuvent recevoir l'avis par l'hiver 2022, ce qui permet d'avoir même possiblement une adoption de la loi quelque part avant les élections de 2022. Ça ne permettrait pas plus d'avoir la réforme d'appliquer pour les élections de 2022, ça c'est sûr, on l'a déjà accepté, mais ça permettrait d'avoir une application pour 2026. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il faudrait quand même avoir un référendum. Ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir soit un référendum pendant les élections de 2022 ou un référendum après les élections, donc en 2023. Là, un peu un scénario similaire à ce qui était proposé de l'autre côté. Mais le gros avantage, c'est qu'on aurait eu un processus impliquant des citoyens qui fait en sorte que la proposition sur la table aura obtenu une certaine validation indépendante, non partisane, tel qu'il est demandé par la population selon justement le sondage qui a été commandé et dont on a vu les résultats tout à l'heure. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'éléments, là. Peut-être que ça va vous prendre une couple de jours à digérer tout ça. Si vous voulez les regarder, je pourrais vous les repartager par la suite. Mais la grande question que vous allez poser, c'est bien beau tout ça, Jean-Sébastien, mais est-ce que qui va écouter ça? Qui voudrait faire ça? En quoi ça répond aux préoccupations des gens? Et je terminerai sur ça en conclusion. Donc, si on se pose la question, c'est quoi les positions et les intérêts là, en jeu sur les différents scénarios de validation citoyenne? D'abord, il y a des gens qui croient encore qu'on ne devrait pas avoir de référendum d'ici l'application de la réforme. En fait, officiellement, là, à moins qu'on vienne me dire que ce n'est pas le cas, là, officiellement, c'est la position politique là, actuellement du mouvement Démocratie Nouvelle, qu'on dit la première position, c'est on n'en veut pas de référendum. On croit que les élus ont la légitimité. Vous voyez, l'argument, c'est les élus ont la légitimité d'adopter la loi et d'appliquer la réforme. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Par contre, de marteler ça, ça ne prend pas en compte qu'il y a des gens qui tiennent au maudit référendum. Il y a des gens, soit qui y tiennent de façon sincère parce qu'ils croient que ça peut vraiment aider à valider au sein de la population puis d'assurer qu'il y a une adhésion de la population à la réforme, ou il y a aussi ceux qui veulent un référendum parce qu'ils veulent juste faire échouer la réforme, là, qui s'en foutent complètement, qui veulent que ça plante. Ces gens-là, écoutez, on ne peut rien y faire avec ces gens-là dans tous les cas, mais il y a des gens qui ont une préoccupation sincère, légitime, qui disent, mais on ne peut pas juste entre élus voter ça puis l'imposer aux gens, il faut que la population valide d'une certaine façon et le référendum, pour eux, est la façon. Donc, il y a cette position-là. À l'autre opposé, il y a les gens qui disent, nous, on est prêt à avoir un référendum, c'est juste qu'on s'obstine sur le moment. On veut l'avoir avant, pendant ou après les élections, mais dans tous les cas, on est d'accord avec un référendum. Et la logique derrière ça, c'est que les élus seuls ne peuvent pas décider des règles pour se faire élire, donc on a besoin d'une validation citoyenne. Le problème avec ça, c'est que ces gens-là ne prennent pas en compte le cumul des risques d'échec qu'on vous a présenté largement tout à l'heure. Donc, si on sous-pèse ça, c'est là qu'on se dit, oups, oui, OK, il y a l'argument qui dit qu'on va avoir une validation citoyenne, mais si ça nous fait rentrer dans le mur à vitesse grand V, est-ce qu'on est vraiment plus avancé ou est-ce qu'on n'a pas reculé? Et là, vous avez ces deux positions-là qui sont quand même aux deux opposés, vous voyez de ma diapo. Et c'est pas mal juste ça présentement qui est discuté là. Hein? C'est soit on n'en veut pas de référendum, soit on en veut, mais à différents moments. Et comment on fait pour rapprocher ces deux positions-là? Et dans toute stratégie de négociation, on ne peut pas juste se camper et dire « moi j'ai raison, toi tu as tort ». Il faut que les gens qui ne veulent pas de référendum tout d'un coup en veuillent, puis il faut que ceux qui veulent un référendum tout d'un coup acceptent de ne pas en vouloir. Ça n'arrivera pas. Ça aussi, ça relève de la pensée magique. Et on n'a pas un rapport de force. Ce n'est pas comme le programme d'Expérience Québec, ce n'est pas comme la loi 61. Il n'y aura pas une mobilisation massive de la population. Donc, on ne peut pas compter sur tout d'un coup que le gouvernement va changer de position. Si on prend plutôt, si on regarde, disons qu'on a la position de gauche, on a la position de droite, et là, on dit, quelle est la zone mitoyenne là, où il peut y avoir du rapprochement? Et c'est là qu'intervient la notion du mécanisme de validation citoyenne qui peut être autre ou complémentaire à un référendum, là, mais disons autre qu'un référendum, qui est un peu le compromis, l'entre-deux, qui permet de répondre aux préoccupations de certains qui tiennent au référendum parce qu'ils ont des préoccupations légitimes de dire qu'il faut que les citoyens valident, ce n'est pas juste aux élus de décider, mais ça a l'avantage d'éviter les risques d'échec que le référendum implique. Et de l'autre côté, les élus peuvent quand même adopter la loi et appliquer la réforme, mais avec une certaine forme de validation citoyenne. Donc, ça permet comme ça
moi, la façon que je le vois, c'est que c'est comme l'espèce de position de compromis entre les gens qui tiennent absolument à un référendum et qui se chamaillent sur le moment pour le faire, et les gens qui sont complètement opposés au référendum. Et si on veut sortir du dialogue de sourds, là, où on essaie de s'entendre puis qu'on n'arrive pas à se rejoindre, ben, comment est-ce qu'on peut en arriver à une position mitoyenne?